président du Faso à l'écoute des personnes vivant avec un handicap. La rencontre s'est tenue ce mardi et les personnes handicapées ont exposé des doléances dans le sens de leur protection et leur inclusion dans les politiques de développement. Les temps forts du forum à suivre dans quelques instants. Le chef de l'État qui présidait ce forum a dû se retirer pour cause de décès dans sa famille. La famille Kaboré pleure le décès de Bila Charles Kaboré. À 90 ans, le père du président du Faso s'en est allé, laissant des souvenirs dont celui des postes qu'il a occupés dans l'administration burkinabé et à l'international. Son portrait est à suivre dans quelques minutes. Dans l'actualité également, la campagne rentrée scolaire en toute sécurité a démarré ce 27 octobre au Burkina Faso. C'est une campagne qui cible les jeunes, notamment les élèves, pour les amener à plus de prudence et de responsabilité sur la route. L'ambiance du lancement de cette campagne à voir dans ce 20h. Et puis à l'étranger, la pandémie du Covid-19 semble être hors de contrôle en Europe. Plusieurs pays connaissent une hausse de nouvelles contaminations. Une situation qui commande un renforcement des mesures restrictives, comme vous allez le voir dans les derniers instants de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, les personnes vivant avec un handicap ont exposé leurs préoccupations au président du Faso ce 27 octobre. Mais la présence du chef de l'État à cette cérémonie a été écourtée pour cause de décès dans sa famille. C'est donc le Premier ministre qui s'est chargé de répondre aux préoccupations soulevées à ce forum. Le compte rendu de Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traori. Deuxième forum national des personnes handicapées. Le Burkina Faso célèbre également la 27e journée internationale des personnes handicapées. Ils sont venus de toutes les communes pour échanger avec le président du Faso, lui exposer leurs préoccupations, analyser ensemble les facteurs majeurs limitant la pleine jouissance de leurs droits et explorer des pistes de solutions pour une inclusion effective des personnes vivant avec un handicap. Cette année, le forum est placé sous le thème protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après le mot introductif de la ministre en charge de l'action humanitaire, le président du Faso est obligé de se retirer. Il vient de perdre son père. Mais avant, il s'adresse à l'Assemblée. Plus que jamais, nous devons faire en sorte que les personnes vivant un handicap aient leur place dans la société burkinabé. Vous avez soulevé un certain nombre de préoccupations pour lesquelles j'aurais voulu personnellement être présent pour y répondre. Mais je voudrais simplement dire que du fait que j'ai été informé séance tenante d'une triste nouvelle au niveau familial, je suis obligé de me retirer et de laisser le Premier ministre assurer cette mission. Je sais qu'il sera à la hauteur des réponses qu'il pourra vous donner et vous souhaite en tout cas plein succès à votre forum et que Dieu vous accompagne et vous ramène chacun en paix et en santé dans sa destination. Les échanges se poursuivent avec le chef du gouvernement. Tour à tour, les représentants des 13 régions prennent la parole. Leur doléance se résume à l'accès des personnes vivant avec un handicap à l'éducation, aux services de santé, à la formation professionnelle et à l'emploi, au financement et au processus de production nationale. Aujourd'hui, nous constatons que la plupart des écoles qui offrent une éducation inclusive aux enfants handicapés sont des écoles qui sont gérées par des associations, des structures privées. L'État, jusque-là, n'a pas encore amorcé le processus qui vise à rendre l'école publique inclusive et je pense que l'application des mesures favorables inscrites dans cette carte des modalités va naturellement permettre à l'État d'adapter l'administration aux conditions de vie des personnes handicapées. Le Premier ministre prend note et rassure. Le président du Faso s'est engagé à tout mettre en œuvre pour accélérer l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans tous les segments de la société. Il a pris l'engagement de continuer à travailler malgré les résultats qui ont été obtenus dans la difficulté et dans l'adversité. Il estime que beaucoup de choses ont pu être faites depuis qu'il a accédé au pouvoir, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et il est disposé à continuer d'accompagner les personnes handicapées pour leur intégration effective dans l'ensemble de la société et surtout leur inclusion dans le cadre de la résilience.
Tous conviennent de la création d'une fêtière nationale qui regroupera toutes les personnes vivant avec un handicap. Elle sera l'interlocutrice unique du gouvernement et des partenaires, ce qui va faciliter la mise en œuvre des politiques publiques d'accompagnement de ce groupe cible. La famille présidentielle est en deuil. Bilal Kaboré, le père du président du Faso, est décédé à 90 ans. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration burkinabé. À l'international, alors retient surtout qu'il a été le vice-président de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Nous suivons son portrait avec Draman Guéni. Notre indépendance. Bilal Kaboré, celui-là que le Burkina pleure aujourd'hui, est né en 1930 à Tuiré dans le Ganzourgou. Après ses études primaires, le commis de l'administration burkinabé est admis à l'école normale de Katibugou au Mali en 1948. Après le brevet élémentaire, il est orienté à la prestigieuse école normale William Ponty, sorti en 1954 avec le certificat d'enseignant. De retour au Bercail, Bilal Kaboré enseigne durant 3 ans jusqu'en 1958. Il retourne aux études à la faculté des sciences de Dakar, puis à l'Institut des hautes études d'outre-mer à Paris. À la fin de cette formation, Bilal Kaboré embrasse de hautes fonctions de l'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sous Maurice Yamogo de 1961 à 1962. Déchargé de ses fonctions, il devient trésorier général de Haute-Volta et membre du Conseil économique et social, cumulativement administrateur unique de la Caisse de prévoyance sociale, ancêtre de la CNSS. Après cette parenthèse, Bilal Kaboré retourne au gouvernement, ministre des Finances, en même temps président du comité monétaire national et membre du conseil d'administration de la BCEAO de 1963 à 1965. Ministre de la Santé jusqu'à la chute du régime Maurice Yamogo en janvier 1966. Haut fonctionnaire rompu aux affaires financières de 1968 à 1975, il est conseiller financier du président Sangoulé Lamizana, puis secrétaire général de la présidence de 72 à 75. À partir de cette date, il embrasse une longue carrière internationale. Il est nommé vice-gouverneur de la BCEAO jusqu'en décembre 1982. En 1983, il revient à la présidence du Faso pour être conseiller technique et secrétaire général. Il est admis à la retraite en janvier 1985 en pleine révolution populaire. En 2010, il est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national pour ses loyaux services rendus à la nation. Bilal Kaboré, le père du président Roch-Marc Christian Kaboré, a tiré sa révérence ce 27 octobre à Ouagadougou à l'âge de 90 ans. Voilà, puisse son âme reposer en paix et ce soir nos pensées vont à l'endroit de la famille éplorée. Autre point de l'actualité, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale note des progrès dans le traitement des dossiers sur sa table. Et c'est cette nouvelle que le président du Ashkroun est allé porter au président de l'Assemblée nationale ce mardi. Au nombre des dossiers soumis au Ashkroun, il y a celui relatif à la 5e législature au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Rasmani Sondi et Ismaël Adiloma Sirima. Accompagné de ses collaborateurs, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale rend visite au président de l'Assemblée nationale. Léandre Bassolé est allé présenter le travail qu'ils ont effectué sur le dossier de la 5e législature. Un dossier qui concerne les députés qui ont été emportés par l'insurrection de 2014. C'est un dossier qui est en traitance au Ashkroun depuis un certain temps et nous avons fait vraiment tout ce qu'il fallait pour en assurer une étude équilibrée, une étude profonde, une étude qui nous permet en fait de tirer les conclusions à notre niveau. À propos de ces conclusions, Léandre Bassolé préfère ne pas les rendre publiques pour le moment. En lieu et place, il est revenu sur quelques dossiers qui ont connu des progrès à leur niveau. Il y a le dossier des femmes de Leïma Loro de Bobo Dioulasso, qui a été un dossier traité, qui a connu le succès que les femmes elles-mêmes, celles qui sont concernées, peuvent apprécier. Et il y a d'autres dossiers, bien sûr, qui sont dans le pipeline, qui sont à l'étude. Il y a le dossier des biens détruits, il y a le dossier des agents du ministère des Affaires étrangères. À noter que ce sont plus de 5000 dossiers qui sont enregistrés auprès du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.
À cause de leur sensibilité, ces dossiers, selon Léandre Bassolé, doivent être traités avec beaucoup de munitions. Actualité relative aux élections du 22 novembre prochain. Le Conseil constitutionnel se prépare à gérer des éventuels contentieux liés à ces élections. L'institution judiciaire organise une formation au profit de ses membres sur le contentieux électoral. Le personnel administratif du Conseil constitutionnel prend également part à cette formation qui se tient depuis hier à Bobo-Dioulasso, Manekayen et Karim Sissi. Le contrôle du scrutin sur le terrain le jour des votes est une phase cruciale pour le Conseil constitutionnel. C'est une étape qui lui permet de se prononcer sur la transparence de l'élection. Et pour mieux réussir cette mission, le Conseil constitutionnel renforce ici à Bobo-Dioulasso la capacité de ses membres et de son personnel administratif sur la gestion du contentieux électoral. De formation permanente, de revisiter de manière régulière nos connaissances, nos méthodes de travail pour mieux affronter les élections qui arrivent parce que c'est un moment important pour tout le monde, aussi bien pour les citoyens burkinabés, pour les acteurs politiques, de l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Les élections couplées de novembre 2020 se déroulent dans un contexte particulier où le code électoral a connu des modifications en tenant compte des zones d'insécurité. C'est donc dire que l'un des points essentiels de cette formation sera l'échange sur les nouvelles dispositions de la loi électorale. Il y aura un module sur l'appropriation des tests, il y aura un module sur la gestion du contentieux, un module sur le principe de la sincérité du scrutin, un module aussi qui va renforcer les capacités du greffe du Conseil constitutionnel. À l'issue de cette formation de 3 jours, les participants devraient être mieux outillés sur les différents aspects du contentieux électoral. Des outils qui leur permettront de livrer des résultats en toute transparence. Des documents officiels de lotissement remis à une quarantaine de maires de communes rurales à Gaouga, dans le Bas-Séga. Ces documents constituent un point de départ pour proposer des offres de lotissement aux populations des communes concernées. L'initiative est du gouvernement et l'opération a nécessité la mobilisation d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. Pour la première fois de son histoire, la commune rurale de Gaougo dans le Bas-Séga sera lotie. Un plan de lotissement est remis ici officiellement au maire Salif Zoundi et c'est un pan du programme présidentiel qui se réalise. Je suis très content avec le programme présidentiel, le président du Faso qui avait fait son plan quinquennal de lotir toutes les communes rurales. Chez nous, c'est 50 hectares. Les 50 hectares sont répartis de 450 zones d'habitation, 50 parcelles zones commerciales. Ce sont au total 42 communes rurales sur 88 qui reçoivent leurs documents de lotissement ce lundi. Les autres ayant connu des difficultés dans le processus. Il y a la question sécuritaire. Pour ce volet, il y a près de 14 localités qui sont concernées, qui sont dans les régions où l'accès est rendu difficile. Il y a également 12 localités où nous n'avons pas pu exécuter les travaux pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de consensus au niveau des populations résidentes. Et les questions évoquées sont liées à l'emplacement des sites selon le ministre Bonani. Toutefois, des démarches sont entreprises pour conduire le processus dans de brefs délais. Les travaux de lotissement des 42 communes rurales ont coûté au budget national plus d'1,2 milliard de francs CFA. Ici à Ouagadougou, le gouvernement et l'Union européenne font le bilan de leur coopération en matière de sécurité. Il s'agit également pour les deux parties de s'accorder sur les perspectives dans cette coopération pour les 4 prochaines années. Et comme perspective, il est annoncé une meilleure coordination et un renforcement des interventions de l'Union européenne au Burkina Faso. Issa Kafando et Caroline Ouari.
C'est le renforcement des liens de la coopération en matière de sécurité avec l'Union européenne qui est en vue. Une perspective à peaufiner à l'issue du point à ce jour de l'ensemble des interventions de l'Union européenne au Burkina. Des interventions jugées inestimables au plus haut niveau des questions sécuritaires au Burkina. Cette coopération est excellente et si nous sommes là pour en faire le point, c'est pour justement voir les perspectives et peut-être que nous évoquerons d'autres points, mais d'ores et déjà, peut-être que vous ne le voyez pas toujours sur le terrain parce que leur intervention ne se voit pas forcément toujours à Ouaga, mais sur le terrain, mais certaines actions quand même, il a mentionné les télécommunications, vous voyez que de plus en plus il y a des policiers et des gendarmes qui portent des talkie-walkie dans Ouagadougou. Engagée depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina en 2016, la délégation de l'Union européenne cherche à présent à renforcer et coordonner ses actions. On a fait dans une période assez courte un grand progrès et beaucoup d'avancées, surtout pour l'Union européenne qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience et tradition de travailler dans la sécurité. Nous avons vraiment développé un programme important. Pour nous, de toute façon, travailler avec l'État Burkina Faso, c'est un engagement de continuité, n'est-ce pas, indépendamment des élections. On va continuer de travailler avec le Burkina Faso. Cohésion sociale et renforcement de la présence de l'État dans les zones périphériques sont aussi des actions en lice pour la revue, des actions envisagées pour l'ensemble des pays du G5 Sahel. Autre titre de ce 20h, si vous êtes jeune et élève, vous êtes ciblé par une campagne lancée ce 27 octobre pour s'achever le 8 novembre prochain. Il s'agit de la campagne dénommée Rentrée scolaire en toute sécurité. Jeunes et risques routiers, c'est le terme de cette campagne organisée pour la deuxième fois au Burkina Faso. Concrètement, comment cette campagne va-t-elle se dérouler? Réponse avec Daouda Ouattara et Oumou Sissi. En 2018, Boniface Niklima est victime d'un accident de la circulation. Il perd son bras droit, conséquence, il ne peut plus exercer son métier de chauffeur. Il témoigne aujourd'hui sur les conséquences du non-respect du code de la route. Un non-respect qui est à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Et c'est pour réduire le taux des accidents de la route, surtout chez la frange jeune, que la deuxième édition de la campagne de sensibilisation dénommée Rentrée scolaire en toute sécurité routière est lancée. Les statistiques montrent que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité de la frange jeune de 15 à 29 ans. Et 87% des accidents concernent les deux roues. La question de sensibilisation sur le port de casque, la question de sensibilisation sur la limitation de vitesse, la question du bon comportement sur nos routes est une préoccupation majeure, est une préoccupation de l'ensemble des Burkinabés. Nous voulons parler non seulement aux élèves, nous voulons parler aussi aux parents d'élèves. Nous allons parler aussi aux concessionnaires de motos, parce que la route tue dans notre pays. Et nous devions, dans notre pays, engager une vraie bataille pour que nous puissions sensibiliser et réduire donc le taux des accidentés dans notre pays. Et cela passe nécessairement par un véritable changement de comportement dans la circulation. Pour y arriver, il faut éduquer, sensibiliser et prendre des engagements forts, car il est temps de rendre les routes du Burkina plus sûres. Nous avons pris l'engagement de porter le casque dans un premier temps et d'éviter de boire avant de prendre la circulation et aussi d'éviter l'excès de vitesse. Les clubs de sécurité routière des établissements de la ville de Ouagadougou reçoivent des kits de sensibilisation pour démarrer leurs activités. Ils ont également reçu des bons de transport. Dans l'actualité également, des commerçants exerçant dans la capitale se retrouvent au sein d'une nouvelle association professionnelle. L'Union d'action des commerçants des marchés EYA du Kadiogo a tenu son premier congrès le 25 octobre dernier. Cette association entend initier des projets et programmes dans le sens de faire prospérer les activités de ses membres. On a fait plus avec Rasmani Zundi et Marguerite Douaniou. C'est le tout premier congrès de la nouvelle structure associative de commerçants dénommée Unité d'action des commerçants des marchés EYA du Kadiogo.
L'unité d'action veut promouvoir la solidarité, la paix et la cohésion sociale entre ses membres et contribuer au développement socio-économique des commerçants du Kadiogo. Si vous voulez adhérer à notre association, il suffit que vous soyez commerçant qui exerce dans la ville ou en province. Soyez que vous êtes un commerçant seulement. Nous avons mis en place cette association dans nos marchés. C'est pour pouvoir ramasser les ordures du marché et nous protéger des maladies. Toute chose qui nous permettra de bien mener nos activités commerciales. Le premier responsable de la commune de Ouagadougou marque sa présence et soutient cette nouvelle structure. Il saisit l'occasion pour expliquer le bien fondé du système de collecte des taxes Sicotax. Ces marchés IA sont organisés en plusieurs associations et plusieurs coordinations. Tous ceux-ci ont décidé de se mettre ensemble pour créer une dynamique d'action pour mieux coordonner leurs activités. Créée il y a 2 mois, l'unité d'action des commerçants des marchés Zeyar des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou et des 6 communes rurales compte plus de 5000 membres selon le secrétaire général Mazou Kabri. Une structure qui apporte par la même occasion son soutien à l'action gouvernementale. Le mariage d'enfants, c'est un phénomène encore d'actualité au Burkina Faso. Pas besoin de dire qu'il entrave l'épanouissement des victimes. Et parmi les acteurs qui se lancent contre ce phénomène, il y a l'ONG Save Children qui vient de lancer un projet à Bobo-Dioulasso. Ce projet va durer 3 ans et sera mis en œuvre dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Drissa Traoré et Karim Sissi. Le projet Réduction du mariage d'enfants précoces et forcés au Burkina Faso et en Sierra Leone est une trouvaille de l'ONG Save Children. Un projet qui vise à réduire le phénomène de mariage forcé dans ces 2 pays. Selon l'ONG, le Burkina Faso est tristement célèbre en matière de mariage d'enfants. Avec un taux de prévalence de 52%, il occupe le 5e rang mondial. Et pour la mise en œuvre du projet au Burkina, ce sont les régions des Cascades et des Hauts-Bassins qui ont été choisies. À la vue des chiffres en matière de prévalence du mariage d'enfants et des inégalités genre dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins, également les besoins en matière de protection sociale, protection des enfants, on a initié ce projet spécifiquement pour ces régions, pour répondre également à ces besoins-là qui ressortent à travers les statistiques. L'initiateur de ce projet dit vouloir permettre aux adolescentes de décider de leur propre avenir. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants de l'ambassade du Canada. Pour qu'un pays se développe bien, pour qu'il puisse bien avancer, c'est avec la participation de tout le monde. Donc, ça inclut aussi les enfants dans ça, parce que c'est eux la solution du futur. Un futur que l'ONG Save Children, à travers ce projet, entend rendre plus radieux et favorable aux enfants des Hauts-Bassins et des Cascades. Dans le domaine de la finance, Coris Boursa célèbre ses 10 ans au service des économies de l'UEMOA. La structure fait une halte et invite la presse pour dresser le bilan et définir des perspectives. Coris Boursa intervient essentiellement dans les métiers de finance tels que la tenue des comptes et la gestion des portefeuilles titres. Amadou Ilboudo et Draman Guinée. Une décennie de Coris Bourse ici célébrée. Une célébration au cours d'un déjeuner de presse où bilan et défis de la décennie sont dégagés. Le bilan, par la grâce de Dieu, est vraiment très satisfaisant, comme nous l'avons retracé. Nous, dans un contexte particulièrement difficile, et nous avons pu, en tout cas à force d'anticipation, d'innovation, pu gagner la confiance donc, des acteurs économiques de l'Union et principalement les États, le passage de l'État du Burkina. Et nous avons présenté les statistiques, nous avons pu en tout cas mobiliser près de 1300 milliards de ressources d'emprunt, donc au profit des économies de l'Union. Coris Bourse n'entend pas s'arrêter là, il compte multiplier les efforts et maintenir le cap pour un lendemain meilleur. Des perspectives sont ici déclinées au sortir de cette célébration. En termes de perspectives, nous gardons la même stratégie, fidèle à nos principes.
c'est de toujours hisser donc la qualité de nos prestations pour donner vraiment une pleine satisfaction aux États déjà et aussi à la clientèle des entreprises et des particuliers qui viennent à nous donc pour le placement de leurs ressources d'épargne pour les fructifier ou pour les projets futurs. Parcours jalonné aussi bien de succès que de difficultés selon le premier responsable. Couris Bourse, qui a ouvert effectivement ses portes le 26 octobre 2010 avec 3 agents, compte aujourd'hui une équipe de 18 collaborateurs. Durant cette période, il aurait contribué à mobiliser 1300 milliards de francs CFA de ressources d'emprunt, dont plus de la moitié consacrée à l'économie nationale. À Goursi, dans le Nord, 3 ans après son décès, les collaborateurs de Bernard Letia Ouedraogo se souviennent encore de ses œuvres. L'homme a consacré sa vie à la lutte contre l'avancée du désert et à la promotion des bonnes pratiques agricoles au profit du monde paysan. Dimanche dernier, une cérémonie a été organisée pour lui rendre hommage et encourager la poursuite des actions de Bernard Letia Ouedraogo. Le compte-rendu de Irénée Kaboré et Alioudou Alain Savadgo. Recueillement et prière suivi de dépôt de gerbes sur la tombe du docteur Bernard Ledia Ouedraogo. Décédé en octobre 2017, le fondateur de la Fédération nationale des groupements NAM repose dans ses mausolées à Goursi. 3 ans après sa disparition, sa femme, amis et connaissances se rappellent encore de ses œuvres. Bernard Ledia est lutter contre la faim, lutter contre la désertification, planter les arbres. Bernard, ce qu'il n'aime pas, c'est le paresseux. Et pour conserver et perpétuer les œuvres de leur père, la famille du docteur Ledia prend la relève dans l'union et le travail. En sa mémoire, ses fils et filles bâtissent ce bosquet en son nom, anamistiquement dans le Yatenga. Nous gardons la philosophie développée sans abîmer et nous allons de l'avant parce qu'il nous inspire. Il y a des innovations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses progressent. Et c'est le témoignage qu'il a laissé des gens motivés et des gens qui vont justement perpétuer tout ce qu'il a entrepris. On l'accompagne parce que la stratégie est actuellement partagée dans beaucoup d'autres pays, les pays du Sahel en commençant par eux, l'Afrique et en Europe. C'est des idées qui sont mûries, recherchées. Pour s'inscrire dans la logique de son fondateur, le groupement NAM inaugure un nouveau siège d'une unité d'appui à la promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse. Voyons à présent cette action éco-citoyenne qui se déroule à Sebour dans la province de Sangué. Le barrage de cette localité est actuellement sous l'emprise de hautes herbes. L'urgence s'impose donc en termes d'action pour sauver cette retenue d'eau. Et c'est ce genre d'action qu'a initié l'agence de l'eau du Moun au barrage de Sebour. Nous voyons cela avec Jean-Hugues Bayala et Vincent Kendrebego. Le barrage de Sebour, considéré comme le plus important de la province de Sangué. C'est le lieu de plusieurs activités économiques, l'agriculture, l'élevage, mais aussi la pêche. Même la mine de zinc de Perquois exploite la ressource. Mais le barrage est menacé. En cause, ces hautes herbes envahissantes qui gagnent de plus en plus du terrain. Les plantes envahissantes, si on ne prend pas garde, ils peuvent couvrir tous les plans d'eau. Et quand ils couvrent tous les plans d'eau, ils favorisent l'évapotranspiration. Donc, ça diminue la durée de permanence de l'eau dans le réservoir, ça contribue à l'assèchement du barrage. L'invasion, elle est très inquiétante. Elle couvre environ 20% du plan d'eau. D'où l'urgence d'intervenir. Aujourd'hui, le haut-commissaire de la province est là pour lancer une opération d'arrachage de ces herbes sur initiative de l'agence de l'eau du Moun. Les pirogues de la localité sont mis à contribution. Nous faisons l'effort, mais il faut que à la longue, c'est au niveau même de ceux qui utilisent ce plan d'eau qui doivent prendre la relève, de telle sorte qu'ils sentent que ce barrage leur appartient. À la longue, on travaille à ce que on mette un comité des usagers d'eau et à ce moment-là, ce comité va prendre la relève pour que en tout cas, cette activité-là vraiment soit pérenne. 10 à 20 jours de travail pour libérer le barrage de ces herbes envahissantes, des herbes qui seront par la suite utilisées en compostage pour de la finure organique. Rien ne se perd, tout se transforme.
Actualité à l'étranger, le Covid-19 continue de secouer le continent européen. Le nombre de nouvelles contaminations ne cesse d'augmenter dans plusieurs pays. Un nouveau record qui oblige des pays très touchés à renforcer les mesures de restriction. La Belgique fait face à une forte poussée épidémique qui a entraîné la mise en place ce lundi de nouvelles restrictions. Toutes les activités culturelles et sportives sont désormais interdites pour freiner le virus, alors que la pression sur les lits de réanimation est de plus en plus forte. Si le nombre de patients Covid augmente aussi vite que ce week-end, nous allons rencontrer un problème de capacité, souligne ce médecin. La situation est jugée critique également en France, où le gouvernement réunit ce mardi un conseil de défense. Avec 257 nouveaux décès en 24 heures, environ 200 000 nouvelles contaminations la semaine dernière, l'hypothèse d'un reconfinement ne semble désormais plus exclue. Les autorités pourraient toutefois poursuivre dans un premier temps leur stratégie d'une riposte graduée. L'épidémie semble également hors de contrôle en Espagne, où un couvre-feu nocturne est en vigueur presque partout. Certaines régions vont même plus loin. La Catalogne a dit réfléchir à un éventuel confinement de la population à domicile le week-end. En Allemagne, les autorités devraient décider sous peu de nouvelles mesures de restriction, dont la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction d'événements avec du public. La ville de Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises est soumise à un quasi-confinement depuis une semaine. Enfin, en Italie, cinéma, théâtre, salles de gym et piscines sont fermés pendant un mois, alors que bars et restaurants ne doivent plus servir de clients après 18 heures. Les régions de Rome, Milan et Naples ont imposé un couvre-feu. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information vous revient à 23h dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTV.